Ouais, ça ressemble vaguement à Jeff quand même, hein. C'est pas... Mais non, c'est David, regarde la petite barbichette. Ça c'est David? Non, ça c'est pas David, ça c'est Jeff. Au mieux, c'est Fanny. Mais non, c'est pas... Mais Fanny, elle porte pas de lunettes. C'est David qui porte des lunettes. Mais Jeff non plus porte pas de lunettes, et pourtant c'est lui. C'est juste qu'ils lui ont mis des lunettes. Ou alors c'est toi. Bah non, c'est pas moi. Bah, t'en portes des fois des lunettes, non? Oui, mais là c'est pas moi, ça me ressemble pas. Antoine. Ouais. C'est qui ça, d'après toi? Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Beau gosse néanmoins. Beau gosse. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du vendredi, ce petit rendez-vous où chaque semaine on vous parle de l'actualité des jeux de société. Salut Alex. Salut. Qui est derrière la caméra. On va attaquer très rapidement, mais juste avant, petite info en fin de vidéo, il y a un focus sur Nao qui va sortir en milieu d'année. Si je dis pas de bêtises, de toute façon on va vous donner plus d'infos dans le focus. J'ai Alice qui essaie de m'envoyer des informations là-bas. 2 avril. Le 2 avril, merci Alice. Hop là, on enchaîne de suite. Avec Chronologique qui est arrivé cette semaine, un jeu Ori Games et Super Meeple, un jeu de Fabien Gridel et Johan Levé qu'on connaît pour tout un tas de jeux de logique et de déduction, c'est vraiment leur truc, notamment ce sont les papas de Turing Machine, des jeux qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas dans leur mécanique autant que dans leur thématique, et on a aussi également ici un jeu qui est illustré par Arc Apolar et Yann Valéani, c'est plutôt joli, c'est franchement très très joli, c'est toujours une question de goût, de point de vue le joli, mais moi je trouve ça très joli. Ici donc Chronologique, c'est une boîte qui va se passer à Paris en 1920. Il va y avoir une boîte par an et donc on va un petit peu varier les époques et ces boîtes vont toutes avoir un petit peu le même principe. Dans chaque boîte, nous allons avoir un jeu de déduction. On va avoir dans cette boîte là 3 scénarios qui sont des sortes de mise en place différentes, avec des règles un petit peu différentes pour de la rejouabilité, et puis bien sûr pour ne pas tout le temps faire la même chose. Et dans chacune de ces boîtes qui sont numérotées, on va avoir 5 enquêtes avec les petites étoiles qui sont en fait le niveau de difficulté qui va toujours aller croissant d'une boîte sur l'autre. On termine avec du 5 étoiles. Je pense que ça doit être bien costaud, hein. Quand on connaît Fabien Gridel, Johan Levé, on sait qu'ils sont capables du pire pour vous broyer les neurones. Ici, ça se passe à l'Opéra National de Paris. L'Opéra National de Paris qui va être divisé en 6 lieux qu'on va pouvoir retrouver dans son petit paravent comme ceci. Donc on a chacun notre petit paravent, hein, c'est votre petit paravent individuel pour cacher vos petites informations derrière et puis vous rappeler les informations essentielles. On retrouve donc les 6 grands lieux, ce sont le grand foyer, le grand escalier, la salle, la scène, le foyer du chant et le foyer de la danse. On va également avoir 6 personnages, donc A, B, C, D, J, S... J'ai failli me faire avoir. Oui. Et il va y avoir 6 temporalités en fait. Donc par exemple on peut se dire que tous les événements vont se dérouler en 1 heure et que ce sont des tranches de 10 minutes finalement. Ça c'est mon petit brouillon individuel sur lequel je vais pouvoir noter des informations puisque je vais devoir essayer de résoudre une enquête avant les autres joueurs. Ici la thématique c'est enquête, donc vous allez penser assassinat, vous allez penser vol, etc. etc. Comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, à chaque tour, je vais pouvoir choisir d'abord un lieu. Je vais avoir une information sur ce lieu. Donc, on va dire par exemple, je veux une information sur la scène. Hop là, la scène qui est ici. On sait par exemple que la scène, du coup, va être connectée à la salle, au foyer de chant et au foyer de danse. Je vais ensuite choisir soit un personnage, soit un temps. Et je vais me munir d'une plaquette. Et je vais venir appliquer la carte de lieu derrière la plaquette. Pourquoi est-ce que je ne le vous montre pas là maintenant avec mes petites mimines? Tout simplement parce que je vais dévoiler des informations. On sait qu'il y en a parmi vous qui ont des mémoires hors du commun et des capacités de déduction hors du commun. Je vais vous donner 0 info, tout simplement. Moi par exemple on pourrait me donner ces infos, ça ne me servira à rien, j'aurais oublié le lendemain. Et de toute façon je suis nul à ces jeux-là. Admettons que je choisisse une plaquette de personnage et donc appliquer le lieu derrière. Donc vous voyez ici le foyer de la danse, on a choisi, on va voir le symbole qui va apparaître, hein, c'est une carte perforée en fait, hein, la plaquette. Il va y avoir une information qui est commune, je vais la partager aux autres. On me dit que dans le foyer de la danse, au total, il y a eu 2 personnes. Je dis n'importe quoi. Quand je dis que je suis nul à ces jeux, je suis nul à ces jeux. On va avoir une information commune pour tout le monde. Non, mais heureusement qu'il y a l'aide de jeu. Moi, je vous dis, quand je joue à ces jeux, j'ai le nez dans l'aide de jeu, je la lâche pas. Faut pas me parler. On a choisi la baronne. On a choisi le foyer de danse. On sait que la baronne est allée 2 fois dans le foyer de danse. Ok, voilà. Okay. C'est de l'autre côté où on a des informations de cet acabit. Donc au total, la baronne est allée 2 fois dans ce lieu. Et ça, c'est l'information que je vais partager avec tout le monde.
Par contre, j'ai une information bien précise que je vais garder, rien que pour moi. On sait qu'elle y allait au temps de 5. D'accord. Et donc, a priori, il y a un autre temps, mais ça, je ne sais pas lequel. Soit, j'ai pas choisi la baronne, donc j'ai pas des informations sur la baronne, je préfère avoir plutôt des informations sur le foyer de la danse dans un temps donné. Et donc, par exemple, ici, dans le temps 4, on a une information partagée avec les autres. Donc là, je vais lire ce qui est marqué, comme ça je vous dis pas n'importe quoi. Le nombre de personnages présents dans le lieu au temps consulté. On sait ici qu'au temps 4, il y avait une personne, et cette information, je la communique à tous les autres joueurs. D'accord. Par contre, j'ai une information pour moi, une information privée. On va me dire que à ce moment, eh bien, il y avait tel personnage. Pour le coup, là, vu qu'il n'y en avait qu'un, tout de suite, je vais pouvoir en déduire des choses. Et donc, je sais que c'est le personnage S, hop, je sais que c'est ce personnage-là qui semble être je sais pas, une serveuse, une serveuse a priori. On va donc cocher comme ça des petites informations sur ces petites fiches. On va essayer d'en tirer des déductions avant les autres joueurs. Ce qui peut se passer, c'est que vous dites, ok, moi je pense que j'ai la solution. Et pim, vous donnez la réponse. Vous vérifiez. Si c'est ça, vous avez gagné. Si c'est pas ça, vous êtes éliminé. Les autres joueurs vont continuer sans vous. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs scénarios qui correspondent à plusieurs mises en place, et ça va correspondre aussi à plusieurs logiques de déduction. Par exemple, il va y avoir l'assassinat par empoisonnement, par exemple. Il faudra qu'il y ait deux personnes qui se soient retrouvées dans un même lieu au même moment, pour qu'il y en ait une qui empoisonne l'autre, par exemple. Ou alors il y a un scénario où il y a une histoire de vol, un objet qui passe de poche en poche, que les gens se donnent, hop, un petit peu comme dans un film de casse comme les Ocean's 12, Eleven, etc. Et bien à chaque fois qu'il y aura deux personnes qui se retrouvent tout seuls dans un lieu, on pourra en déduire qu'à ce moment-là ils se seront passés l'objet. Et donc on pourra se dire ok, au temps 6 il doit être dans la poche de telle personne, etc. etc. Et c'est là où c'est assez fort en fait, chronologique, ça va assez bien se renouveler. Il avait été annoncé que si le jeu avait du succès, il y aurait des petites extensions pour chacune des boîtes, donc là par exemple des extensions pour Chronologique Paris 1920, où il y aurait des petits scénarios supplémentaires. Vu que le jeu est d'ores et déjà en rupture chez l'éditeur, distributeur, en l'occurrence on suppose que ça a eu du succès, donc normalement on devrait avoir les petites boîtes d'extensions qui devraient arriver à un moment ou à un autre, je ne sais pas quand, en attendant l'année prochaine où on aura la prochaine boîte de Chronologique. On enchaîne ici avec Redwood. Je me suis renseigné parce que je ne connaissais pas le bois de Redwood, la forêt de Redwood plutôt. C'est en Californie et c'est une forêt où il y a énormément de séquoias. C'est une réserve naturelle en fait. Et c'est un lieu qui est très prisé par les photographes. Et bien c'est la thématique du jeu. On va aller visiter ce lieu et nous allons faire des photographies principalement d'animaux mais aussi de plantes, de fleurs et de séquoias bien évidemment. Comment est-ce que ça va se jouer ? Eh bien nous avons différents environnements dans cette forêt. On va se déplacer dans ces environnements pour prendre des animaux et des fleurs, arbres, des végétaux qui ont été disposés sous forme de petits jetons. À mon tour, je vais tout d'abord choisir un gabarit pour faire déplacer mon personnage. Vous voyez, on a différentes tailles de gabarits comme ceci. Alors, c'est pas comme dans ces jeux, on peut prendre le gabarit et puis on essaye de voir où ça peut nous emmener. Non, non. Le jeu considère qu'à partir du moment où vous avez touché le gabarit, vous le gardez et vous assumez. Donc, il va falloir estimer comme ça, un petit peu au jugé. Vous allez donc, hop, clipsez votre gabarit sur votre personnage. On a chacun notre petit personnage comme ceci. Vous allez avoir une deuxième version de votre personnage que vous allez mettre à l'arrivée. Et vous allez enlever le personnage du départ et donc vous avez déplacé votre personnage. Et dans un second temps, vous allez à nouveau choisir un gabarit, mais là c'est un gabarit d'objectif. Vous allez donc choisir un objectif pour votre appareil photo. Si vous avez une focale longue, ça va vous permettre de prendre des photos donc très très loin comme ceci, mais ça va rétrécir un petit peu le champ. Puis une focale un petit peu plus courte, ça va au contraire écraser les perspectives et donc avoir un champ un peu plus large. Par contre, vous pourrez voir un petit peu moins loin. C'est hyper thématique. Ce jeu est vraiment hyper thématique. Il a un joli matériel, c'est ce qui en fait vraiment un jeu très très original. Puis se déplacer comme ça avec des gabarits, prendre des photos, c'est hyper plaisant parce que on va y faire plein d'autres choses. Une fois qu'on a placé son gabarit, donc pareil, qu'on a clipsé sur son personnage, on va pouvoir l'orienter comme on le veut. On va être bloqué au niveau des gabarits, notamment par les autres joueurs. Je peux pas passer à travers un autre joueur, je peux pas passer à travers un animal. Et quand on va faire des photos, on va essayer de pas prendre les autres joueurs en photo. Tant qu'à faire, ce qu'on va essayer de prendre en photo, ça va être donc les animaux et les plantes. Je vais donc prendre une photo et donc je vais récupérer une petite carte de panorama de la zone où je suis. Donc ici on est dans une zone, je sais pas comment l'appeler, la zone marron. Et ben on va récupérer un petit panorama marron comme ceci, on va le mettre devant soi. Les panoramas, ils vont m'indiquer ce que je dois prendre en photo. C'est-à-dire que peu importe ce que vous prenez en photo, vous allez récupérer sous forme de petits jetons que vous avez collectés. Potentiellement, ça peut vous faire gagner des points. Mais s'il y a une petite carte de panorama que vous avez pioché et qui vous dit il faut une espèce de
Alors je sais pas, un cerf, un orignal, un élan. Un élan, voilà, bref, un animal à cornes. Eh bien, je vais essayer de le prendre en photo lui, parce que quand je vais passer sur mon panorama, il va me faire marquer plus de points. Les panoramas aussi, ils vont avoir une espèce de continuité. On va donc essayer de les connecter les uns à côté des autres, faire un espèce de chaînage de cartes comme ceci pour avoir un beau grand panorama qui fait gagner plein de points. Également, ce qui va se passer quand je vais prendre des animaux en photo, ils vont se déplacer. Chaque animal est lié à 2 environnements, et donc admettons mon orignal, je sais pas du tout si j'ai envie de dire orignal parce qu'on dit pas souvent ce mot dans la vie. Très bien. Et bien il est indiqué dans le petit rappel de jeu que une fois qu'il a été pris en photo, et bien il va dans la zone verte à côté, je le prends et je le mets où je veux dans la zone verte. Donc tant qu'à faire, je vais essayer de le mettre hors de portée du prochain joueur. Et dernière chose à prendre en compte, c'est l'éclairage. Puisqu'il y a une zone où il y a le soleil, jeton de soleil qui va à chaque fin de manche se déplacer d'une zone en zone. Quand je prends une photo dans une zone qui est ensoleillée, je vais mettre un petit jeton de soleil sur mon panorama. C'est cool, ça va le bonifier parce que un panorama qui n'a pas de soleil, il n'est pas bonifié en termes de points à ce niveau-là. Quand il a du soleil, eh bien c'est un petit peu bonifié. Par contre, si vous prenez plusieurs photos dans un même environnement avec du soleil, vous faites des photos qui sont trop éclairées, qui sont pas belles, et là du coup ça vous donne des malus de points. Donc il faudra arriver à juger tout ça, anticiper les déplacements des animaux par rapport aux photos des autres joueurs, anticiper les déplacements des autres joueurs, choisir les bons objectifs et anticiper le déplacement du soleil. Évidemment, tous les environnements vont avoir des panoramas très très différents, donc c'est un jeu qui va quand même pas mal se renouveler. Voilà donc pour Redwood, un jeu de Christophe Rimbaud et du Valls aux illustrations. Ça peut se jouer en solo, ça peut se jouer en compétitif, ça peut se jouer en équipe, des parties de 45 minutes à partir de 10 ans. J'ai pas donné l'âge et le temps de jeu pour chronologie parce que je l'avais pas sous les yeux, mais on va y retourner rapidement que vous ayez l'info quand même. Donc en solo et jusqu'à 4 joueurs, des parties d'une demi-heure à partir de 10 ans. Hop, je te passe la main, Alex. Bonjour, bonne joueuse. On a reçu également dans les nouveautés, hop, je te descends là pour les bras, le monde de Reterra. Un jeu à partir de 10 ans, 2 à 4 joueurs, c'est compétitif. C'est 35 minutes, je pense, ils mettent environ 35 minutes. Je n'y ai pas encore joué. Ça a l'air assez alléchant sur le papier parce qu'en fait, ça reste un jeu finalement de connexion de tuiles, de construction de bâtiments. Il n'y a rien de très, comment dire, comme ça sur le papier, original, mais je pense que la mécanique et le fait de ne pas y avoir joué, forcément, ça me trouble un petit peu. C'est surtout un jeu qui a un peu buzzé chez Pixie, notamment parce que c'est le distributeur. C'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui, notamment par ses auteurs entre autres, parce qu'il y a Eric Lang et Ken Gruhl que je connais un peu moins, mais Eric Lang ça me parle un peu plus. C'est effectivement un nom qu'on a déjà vu. On l'a déjà vu plusieurs fois. C'est souvent un auteur qui est assez réputé pour sortir quand même des jeux qui font toujours très plaisir. Il y a des jeux des fois où on joue et des fois on associe des jeux. On n'associe pas des jeux d'auteurs entre guillemets où on va avoir un jeu avec un auteur qu'on adore, on trouve ce jeu génial, et un autre jeu du même auteur on se dit putain c'est bizarre parce que j'ai pas eu le même feeling, et souvent Eric Lang n'a pas les mêmes feelings, mais par contre ça reste toujours très convaincant. Ici, on a quoi? On a un plateau principal sur lequel il y aura différentes tuiles. La mise en place va changer en fonction d'un setup particulier. C'est-à-dire dans les règles, vous avez une mise en place qui dépend du set de bâtiments et de cartes que vous choisissez. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc au début, on vous conseille tel set à installer. Okay. Et après il y a un deuxième set, troisième set, et après vous faites les sets que vous voulez. Donc là pour le coup en termes de rejouabilité, c'est déjà très convaincant. On va chacun commencer avec une petite tuile de départ, plus 2 ou 3 autres tuiles qu'on va former en fait au début dans la mise en place. Bon ça après c'est les trucs de mise en place, on s'en fiche un peu. Donc là on a des tuiles de bâtiments qu'on va pouvoir construire, des cartes qu'on va pouvoir utiliser pour des pouvoirs, qui peuvent également rapporter des points. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? C'est pas très compliqué, à chaque tour on va récupérer notamment des petites tuiles ici, qui sont des tuiles de connexion, tout simplement avec différents types de territoires. On va essayer, alors il n'y a pas de contrainte comme dans King Domino par rapport au fait qu'on peut connecter ce qu'on veut, mais vous verrez que pour marquer des points, il faut souvent faire une grande étendue d'un même type de terrain. Ça peut vous être très rentable, notamment par d'autres bâtiments aussi. Ensuite, quand on essaie de connecter, on va pouvoir récupérer des bâtiments, et notamment on va pouvoir les construire. Mais pour ça, il va falloir créer une zone avec des rouages dessus. Quand vous créez une zone de rouage suffisamment grande pour accueillir le bâtiment, parce que vous voyez, il y a différentes tailles de bâtiments, un bâtiment qui demande 2 rouages, ou un bâtiment qui demande 3 ou 4 rouages, c'est plus ou moins difficile à faire. Et donc on va créer des zones comme ça de rouages et poser éventuellement un bâtiment dessus si on peut le faire, quand on remplit les conditions. Les conditions entre autres c'est les rouages. On a différents éléments aussi, il va y avoir des énergies, des petits livres, c'est plein d'icônes qui parfois vont se comboter avec d'autres bâtiments que vous aurez construits qui vous font d'autres points en fonction de certaines icônes. On récupère les bâtiments si on veut les construire, on peut utiliser des cartes si évidemment on a pareil rempli des conditions, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà vu finalement de construction de bâtiments, mais le système de connexion de tuiles n'étant
pas très contraignant. On va essayer d'optimiser tout ça de façon à pouvoir construire les bâtiments et marquer des points avec les cartes. Alors les points, il y en a à foison, notamment par les bâtiments, par les cartes. Il y a des énergies qu'on peut récupérer pour également faire des points. Et comme je vous disais, en fonction des zones, donc ici vous voyez, il y a du sable, il y a de la mer, il y a de la forêt, il y a de la plaine. Si vous faites des grandes zones connectées, donc pas comme le joueur a fait ici, finalement, si avec l'eau, ça va, il s'en est bien sorti. Mais si vous allez faire des grandes zones bien connectées, comme le joueur ici avec du verre, par exemple. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est plutôt cool. En contrepartie, bon là, il a mis 2 rouages. Il ne voulait peut-être pas les utiliser pour construire un bâtiment à 2 cases, il voulait peut-être les garder pour autre chose. Pour le coup, là, il s'est plutôt étendu, il aurait mieux fallu essayer de se concentrer pour construire des bâtiments. Il y a d'autres petits jetons sur lesquels j'aurais pu m'attarder, mais c'était juste pour vous donner une idée globale du jeu, parce que pour le coup, ça va être un jeu finalement très accessible de connexion de tuiles, mais avec des petits twists par rapport au setup dont je vous parlais, par rapport au type de bâtiment et par rapport au type de carte. C'est surtout ça qui va augmenter la rejouabilité. Voilà ce que je peux vous dire sur le monde de Reterra. Je sais pas si entre temps j'ai dit Runeterra, parce que des fois j'appelle ce jeu Runeterra. Je crois que tu as réussi à te tenir à la bonne version. C'est le monde de Reterra, ou Reterra, je sais pas comment on dit. Donc voilà pour celui-ci les infos que j'ai. Pareil, on va enchaîner avec Roy. J'ai pas eu beaucoup d'informations, ce que je vais vous donner, c'est ce que Tom de chez Matago m'a transmis du Festival de Cannes. J'ai vu quelques vidéos, je me suis essayé un peu de rappeler le jeu. Mais globalement, donc, je vais vous dire, Roy, c'est un jeu de Greg Loring Albright. C'est développé par Nick Bragman et c'est illustré par Kyle Ferrin. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'asymétrie. Pour 45 à 75 minutes, je pense qu'on est sur une demi-heure par joueur finalement. Donc je pense que on est entre 1 heure et 2 heures. Si vous jouez à 2 joueurs, ça devrait être 1 heure, peut-être un peu moins. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez forcément atteindre 2 heures, peut-être un peu plus. On le compare souvent déjà à du Root. Pourquoi? Parce que ces illustrations, c'est le même illustrateur. On retrouve de la symétrie et finalement, il y gagne un petit peu parce que ça va être une sorte de Root, mais un peu plus condensé, dans un univers différent évidemment. Là, c'est un univers plutôt de pirates, avec des animaux un petit peu humanoïdes, entre guillemets. On va avoir notamment 2 grosses factions. Et il y aura les contrebandiers dans lesquels je ne rentrerai pas dans les détails parce que la symétrie fait que je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon je vais passer trop de temps sur ce jeu. Mais l'idée, c'est que du coup, vous aurez 2 grandes factions plus les contrebandiers. Donc les premières factions, ça va être les requins. Genre, j'ai plus leur nom, là, je suis désolé. L'escadre écailleuse. Merci beaucoup. Et ensuite, il y a les mollusques, qui s'appellent sûrement les mollusques. L'union des mollusques. Voilà. Je fais que lire. Hein, c'est très bien. Ben voilà, c'est marqué juste ici, mais que je suis bête. Donc du coup, l'union des mollusques, et effectivement, après les contrebandiers. Donc chaque joueur aura son petit plateau personnel avec essentiellement son pool de dés. Pool de dés qui lui servira à faire des actions. Il y a différentes actions marquées sur le plateau. Donc c'est ça que l'avantage d'un jeu un petit peu à la Root, c'est que votre plateau étant propre à votre faction, les actions vous sont aussi propres. Donc il y a quelques actions qui vont se croiser entre les joueurs, mais certaines, en tout cas, et la plupart, sont spécifiques à la faction que vous jouez. On va essayer, un peu comme dans Root, d'avoir 30 points, des points de gloire de mémoire. Les points, on peut les marquer essentiellement, comme vous pouvez le voir au centre de la table techniquement. Vous allez avoir des tuiles qui vont constituer le monde dans lequel on va évoluer. Donc il y aura un peu aussi d'exploration. On va découvrir essentiellement des îles. Donc il y aura éventuellement de la conquête. Il y a une autre possibilité, et c'est plutôt la stratégie des mollusques, c'est d'essayer de faire du pick and delivery. Vous prenez des ressources, vous les mettez ailleurs, et vous switchez à chaque fois comme ça. Faites attention à où vous stockez vos ressources, parce que forcément les joueurs qui vont contrôler certaines zones peuvent contrôler les zones où vous avez des ressources. Donc il va falloir essayer de gérer un peu tout ça. Donc il y a du pick and delivery, il y a du combat, de la majorité. Il y aura ici également du coup une planification d'action, puisque vous allez lancer vos dés, vous en choisirez 2 de mémoire pour pouvoir les placer sur différents lieux en fonction des valeurs. Les différents lieux de votre plateau vous indiquent quelles sont les actions que vous faites, je ne rentre pas dans le détail évidemment. Et vous avez différentes cartes bonus que vous allez pouvoir utiliser notamment pour les combats, mais aussi pour tout autre effet qui vous serviront durant la partie. Je ne rentre pas plus que ça dans le détail, mais je souligne quand même l'avantage de pouvoir avoir un jeu comme ça quand on a déjà un Root, c'est qu'un Root c'est plus difficile à sortir, alors que là on a quelque chose déjà en termes de matos qui est beaucoup plus condensé, mais néanmoins toujours aussi qualitatif. On a une programmation d'action qui a l'air plutôt simple, toujours très bien fait sur les plateaux asymétriques, un rappel de tours et de vos différentes phases de jeu. Et puis après, c'est finalement le plaisir de jouer à ce genre de jeu quand vous avez un design aussi bien fichu, parce que ça donne aussi, par rapport à la thématique, de rentrer dans un jeu. C'est vrai que c'est l'avantage aussi de Roy et de Root, c'est que par les illustrations, vous allez digérer le jeu beaucoup plus facilement, parce que malgré sa complexité, ça va un peu devenir un peu plus smooth. Bien sûr, ouais, ça raconte quelque chose vraiment ces jeux-là. C'est ça, on vit vraiment une histoire à travers Roy et Root. On enchaîne. Coucou YouTube, salut Antoine, je suis là pour vous présenter
Un qu'on me demandait depuis très longtemps. Merci à Simon Dupastan qui nous l'a introduit. Le voici enfin pour nous tous, autre boutique. Order Overload Café. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un petit jeu dans la gamme des Wank. La gamme des Wank. Ok, donc je ne m'en lasserai jamais, c'est certain. Wank. Alors, c'est pour combien de joueurs déjà? 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans et pour 20 minutes de partie. C'est un jeu coopératif de mémoire, très clairement. Simple et efficace. On va mettre en jeu des cartes de commande de café, parce que le titre c'est ça, hein, on est submergé. T'avais dit quoi le mot exact de Overload? Overload, surchargé. Oui, c'est ça. Surchargé de commandes de café, en gros. On va tirer autant de cartes de recettes de café que de joueurs. Et on va les énoncer à voix haute. Donc il y a une personne qui fait ça. Matcha, café latte, hop, on enchaîne. Ensuite, on mélange tout. Et on en distribue une carte face cachée à chacun. Et puis, chacun notre tour, on va devoir essayer d'énoncer une des commandes qu'on a entendues cette seule et unique fois au début de la manche. Qui n'a pas encore été dit par quelqu'un d'autre. Voilà, et qui n'est pas notre carte. Sinon, c'est... Donc je vais dire un matcha. Quelqu'un a un matcha. Et là, soit vous êtes chanceux et quelqu'un va dire oui, moi j'ai un matcha. Ok, cool. Soit, non, en fait c'était un matcha latte. Oui, il y a ça aussi. Hein. Ah non, mais il y a des doubles matcha latte, supplément coco citronnelle, enfin c'est n'importe quoi. C'est chaud. Et c'est tout. Je crois que si vous faites 2 erreurs, vous faites un comment on dit, un burn-out. Un burn-out, voilà, et vous sortez le game. Voilà, c'est tout bête, mais c'est très efficace. Antoine, tu es très nul à ce jeu. Ah ouais, mais en fait le burn-out quand j'y joue, je le fais vraiment, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin qu'il y ait une carte qui me le dise. Voilà, donc c'était Order Overload Café. On a ici un Uno No Mercy. C'est la version la plus hardcore de Uno, même plus que le Old Wide qu'on a même plus d'ailleurs. Là, vous avez carrément des nouvelles règles qui sont par exemple... maintenant déjà les cartes qui sont normalement plus 2, plus 4 je crois, maintenant elles vont jusqu'à plus 10. Voilà, c'est vénère de fou. Toujours plus. Vous avez un mode, c'est empilé. Donc en gros, si j'ai un plus 6, tu peux mettre un plus 6 ou un plus 10, etc. Et on fait ça jusqu'à ce que quelqu'un ne puisse pas surenchérir ou jouer par-dessus. Et il se prend l'addition de tout ce qui aura été empilé jusque-là. Donc je peux me retrouver avec plus 26. Voilà, il n'y a pas de souci. La dernière un peu marrante, c'est quand vous jouez des 0 ou des 7, vous échangez votre main avec quelqu'un d'autre à la table. Voilà, c'est un peu le... Waouh. C'est vrai. Alors il y a quelque chose de génial avec cette boîte, parce que les petites boîtes comme ça en carton, on les emmène un petit peu partout. Et elles finissent un petit peu abîmées, c'est dommage. Et parce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont très très malins, c'est que la boîte, elle a un effet abîmé quand vous l'achetez. Comme ça, finalement, quand elle commence à s'abîmer, vous voyez pas la différence. Et ça, éditorialement parlant, c'est très très fort. Ils sont malins. Ensuite, Courtisan illustré par Noémie Chevalier. Voilà, c'était marqué en très gros ici. Il faut le noter, c'est magnifique. C'est un jeu de Romaric Gallonnier et de Anthony Perron. Que nous connaissions assez bien d'ailleurs pour plusieurs jeux, dont j'ai bien évidemment... Il y avait Dive, déjà, ça je me souviens. Run. Et je ne vais pas m'étendre plus parce que ma mémoire est toute caca. Voilà. C'est distribué par BlackRock et c'est chez Catch-Ups Game. C'est de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour 20 minutes de jeu. C'est un jeu de majorité, un peu prise de risque, bluff, voilà, un petit mélange entre tout ça. Qui est magnifico. Au début, il n'y a rien à la table de la reine et en fait, on va essayer d'avoir les faveurs de la reine en plaçant oui, on va placer nos courtisans de différents clans en fait autour de la table et essayer de prendre la majorité, surtout d'être dans la lumière et non pas dans la disgrâce par rapport à la reine ici. Comment ça va se passer ? Tout le monde va avoir déjà un objectif de chaque type, vous avez deux types, face cachée, secret, qui vont vous donner des manières de gagner des points de victoire en plus de ce que je vais vous expliquer ici. Donc chacun a ses 2 petits objectifs qu'il regarde, et ensuite une partie, et ben c'est très simple, chacun a 3 cartes en main qui sont magnifiquement mélangées, voilà, c'est mieux. 3 cartes en main, le joueur à son tour va en jouer une devant dans son royaume, dans son château, voilà. Une chez un adversaire,
et une à la table ici. Il met celle qu'il veut, hein, et dans l'ordre qu'il veut. Il peut commencer par mettre à la table, puis chez lui, etc. Hein, il fait l'ordre qu'il veut. Et quand il décide de mettre à la table de la reine, il décide soit de le mettre en haut, ça veut dire que c'est dans la lumière, ou en bas, dans la disgrâce. Et voilà. Il choisit, ok, il repiochera 3 nouvelles cartes, c'est au prochain joueur de faire la même chose. Sachant que quand vous allez mettre des cartes, vous allez les classer au bout d'un moment, en tout cas chez vous et même à la table, par groupe. Voilà, je commence à étoffer mes courtisans de la famille des poissons. Voilà. Comment ça va se passer? En fait, plus vous allez mettre de cartes en haut ou en bas, et plus ça va influer sur la balance politique. C'est-à-dire qu'en fin de partie, quand il n'y aura plus de pioche, on va compter en gros tout ce qui est en disgrâce face à tout ce qui est dans la lumière. Donc là, par exemple, en fin de partie, la famille des cerfs est dans les bonnes grâces de la reine, techniquement, parce qu'il y a 2 dans la lumière et une seule en disgrâce. Donc quand on fait la soustraction, il nous en reste toujours une dans la lumière, donc c'est bon. Par contre, si j'avais tout en bas, et forcément, là, le crapaud il est en disgrâce, c'est normal, il est moche. Toi, tu les fais toujours tomber en disgrâce. De fou. Moi, je fais toujours gagner lui et lui. Est-ce qu'il y a un pattern? Non, Je ne sais pas. mais du coup, t'es prévisible à ce jeu, c'est génial. De fou. Donc ça, c'est vraiment le jeu de base. Donc vous jouez vos cartes, etc. Et comment on va gagner les points des familles qui sont justement en disgrâce ou pas? Eh bien, c'est justement celles que vous aurez jouées devant vous. Si vous avez devant vous des cartes d'une des familles qui est dans les bonnes grâces de la reine, eh bien vous allez gagner des points par carte que vous aurez dans cette famille. Voilà, donc par exemple, si effectivement les rouges finissent dans la lumière, parce que j'aurais tout fait pour, j'aurai 4 points ici et même un peu plus parce que j'ai la petite couronne ici. On a aussi donc des cartes avec des symboles, comme vous pouvez le voir. On a ici donc les x2 qui aussi dans l'équilibre lumière et disgrâce, ça compte. Ça veut dire que ici, hop, on va dire que j'ai comme ça, et lui il vaut pas une carte, il vaut 2. Donc il y en a 2 qui sont techniquement dans la disgrâce contre 2 dans la lumière. Quand c'est comme ça, la famille est neutre. Ceux qui ont des cartes de cette famille en fin de partie gagnent que dalle. Voilà. On a ensuite les assassins avec ce petit poignard. Les assassins, quand vous voulez la jouer, vous allez supprimer une carte. Et ça dépend de chez qui vous la jouez. Si vous la jouez chez quelqu'un d'autre, vous lui assassinez quelqu'un de son royaume. Normalement, c'est la personne chez qui j'ai joué qui choisit qui meurt, quand même. Si je la joue à la table, ici, je choisis quelqu'un qui meurt. Voilà. Là, hop, je décide d'enlever celui-là, comme ça, la rouge redevient dans la lumière. Hop, ça m'arrange, et elle est supprimée. On a donc, en échange aussi, les boucliers. Les boucliers, eux, quand vous les jouez, ils sont inattaquables. Eux, ils sont immortels. Les assassins, ils s'en fichent. Voilà. Et dernier type de carte, j'ai vraiment mis le bazar sur cette table. Quand je fais des présentations, c'est l'apocalypse. Les espions qui ont ces petits masques, où que vous les jouiez, ce sera face cachée. Si vous les jouez devant vous, c'est face cachée. Vous pouvez plus les re-regarder après. Si vous les jouez chez quelqu'un, c'est face cachée. Cette personne ne sait pas dans quelle famille vous lui avez mis. Si vous la mettez à la cour, vous la mettez ici. Vous voyez, il y a une section au milieu bleue avec un petit masque. C'est les espions. Et du coup, en fin de partie, on révèle toute la pile des espions et on les met dans les familles en adéquation. Sachant que ça marche aussi. Là, je l'ai mis celui-là dans la lumière. Donc quand je le retournerai, il ira dans la famille bleue côté lumière. Alors que toutes les autres cartes qui auront été mises là, quand je les retourne, elles vont dans leur famille associée, dans le côté de la disgrâce. Voilà, je vous ai expliqué tous les effets. Là, maintenant que je vous ai expliqué, je vous donne un petit exemple d'objectif. Par exemple, vous devez posséder moins de cerfs que votre voisin de gauche. Voilà, donc ça repose pas juste sur le truc au milieu. Ça vous donne 3 points supplémentaires. Ici, dans l'absolu, il doit avoir au moins 2 familles qui sont en disgrâce à la cour. Voilà. Donc ça va mettre des trucs totalement inattendus dans la partie. En plus de ces espions là qui sont face cachée, ceux-là vraiment on est genre. Ils sont agaçants un petit peu. Il m'a mis quoi devant moi? Et voilà, des fois on fait des petites coalitions. La dernière fois avec Antoine, tu te rappelles, on avait à fond blindé la famille rouge, tous les deux. Et en fait, à la fin de partie, on s'est rendu compte qu'on avait mis 0 carte dans la famille rouge. Du coup, on en avait 400 000, mais qui rapportait 0 points. On a vraiment très très mal joué. Voilà, à la table, on en avait mis 0 des gens rouges. Donc, voilà. En fait, on a joué les familles qu'on trouvait les plus jolies. Ouais. Voilà,
c'était Courtisan, vraiment très très cool. En plus de ce magnifique matériel, vous aurez vu que le plateau central, c'est un magnifique bout de tissu en toile, hein, quand même. C'est du bon tissu. Voilà, je passe la main. Eh oui, il est enfin là, disponible en boutique. Spark Riders 3000. Alex, là sur ce coup-là, il va falloir que tu m'accompagnes un petit peu dans ma description / pitch, explication du jeu, parce que je sens que je vais partir dans tous les sens. Ouais, Okay, pas de problème. Spark Rider 3000, c'est un jeu qu'on attend depuis un certain temps, c'est un jeu de Arcada Studio, c'est un studio français qui est connu pour un jeu jusqu'ici et qui est Erune, qui est une sorte de dungeon crawler où il y a un maître du donjon, en fait un peu comme un HeroQuest mais moderne, avec une application qui va pouvoir générer des événements aléatoires, qui va un peu gérer les monstres, etc. etc. Oui. On va retrouver certains éléments de Erune dans Spark Riders 3000, notamment l'application avec comment on appelle ça, la synthèse vocale du téléphone. Oui. Dans Erune, donc c'était l'esprit d'Erune, l'esprit du monde qui parlait avec sa synthèse vocale. C'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui disent c'est dommage, il y a une voix un petit peu robotique, cet esprit, au final, il nous parle en écrivant aussi son texte sur l'appli. Donc nous, par exemple, quand on jouait à Erune, on faisait quoi ? On coupait le son de la voix, et on regardait l'ambiance musicale et tout ça. Il y a des ambiances musicales et il y a également des doubleurs voix qui vont faire toutes les phases comptées, etc. Ça, c'est trop cool. Et puis, moi, je faisais le meneur de jeu, puis je lisais un petit peu le texte. Dans Spark Rider 3000, finalement, c'est une intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle du Spark, notre vaisseau spatial, qui va s'adresser à nous via l'application. Et donc, du coup, c'est là une voix de robot. Pour le coup, c'est carrément méta, c'est carrément dans l'univers. Parce qu'on a un vaisseau spatial, le Spark, il va nous servir à effectuer des livraisons spatiales. On est des livreurs de l'espace. On est des sortes de personnages de Futurama, mais dans une ambiance Mad Max Fury Road. Ouais. Parce qu'il y a des aliens qui sont là pour nous dégommer la tronche, pour essayer de récupérer nos précieuses cargaisons. Parce qu'on a des cargaisons dans le genre, si c'est pas livré à temps, il y a des mondes entiers qui vont sombrer dans l'apocalypse. Et donc, ça va être hyper important d'arriver à livrer tout ça. Voilà donc pour l'univers, le lore de Spark Rider 3000. On prend sa petite application, on se munit de sa boîte. Il y a 2 boîtes, je vais vous expliquer tout ça après, mais pour en jouer une, ça suffit amplement. On va pouvoir lire les règles qui sont à l'intérieur de la boîte. On pourra aussi, pourquoi pas, préférer regarder les tutoriels. Donc sur l'application, ça va charger le tutoriel. Normalement, chez vous, quand vous avez un Wi-Fi, ça marche impeccablement. Là, je suis sur le Wi-Fi de la boutique. Incroyable. Voilà, Alex, tu connais le Wi-Fi de la boutique, tu connais mon téléphone. C'est normal que ça galère. En temps normal, ça ne galère pas. Mais trop bien ce tuto. Pour regarder une vidéo YouTube ici à la boutique, je peux vous dire que le midi à la pause, c'est la guerre. C'est pas vrai. Tout à l'heure, ça marchait beaucoup mieux. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va reprendre cette vidéo. C'est toujours comme ça quand il y a un problème informatique. Mais d'habitude, ça marche quand même. Bref. T'as essayé de redémarrer? T'as débranché et rebranché pour voir? Normalement, vous cliquez sur tutoriel. Vous avez soit l'opportunité de regarder une grosse vidéo. Là, c'est carrément mon téléphone qui galère. Soit de regarder une grosse vidéo qui va vous récapituler toutes les règles. Soit vous pouvez regarder les règles en chapitré. Donc ça, c'est hyper pratique parce que si vous avez un petit doute sur tel ou tel point de règle, vous pouvez dire mince, comment est-ce qu'on fait déjà pour la phase d'alien quand il nous attaque. Hop, on clique sur le bon chapitre et on va avoir une petite vidéo avec un doubleur voix, un comédien voix et puis des super animations. Ça, c'est assez cool. Une fois qu'on connaît les règles, on peut choisir de jouer directement. On peut rejoindre le Discord de Arcada Studio. Ils sont hyper présents. On choisit si on veut reprendre là où on en était. On peut choisir une mission plutôt à la place. On choisit son mode de difficulté et on choisit sa mission. On va commencer par la mission 1. On va pouvoir progresser. Il y a une mission dans laquelle il y a tout un tas de, on va dire, de personnages, plutôt des influenceurs pour le coup, oui. Des gens qui font des vidéos du moins sur YouTube, des reviewers qui ont prêté leur voix et leur apparence pour faire des personnages. Et c'est pour ça que dans ce petit sketch d'intro, vous avez pu voir le commandant Descartes, qui a un peu ma tête, à part qu'il est quand même 1000 fois plus beau gosse que moi. Non, soyons d'accord, je suis très très beau, mais pas tant que ça quand même. Non, on peut le dire. C'est quand même le chapeau qui fait un peu tout. Le chapeau, le bras bionique, j'ai pas ça, j'ai pas. C'est trop cool qu'Arcada Studio nous ait proposé de faire ça. C'est vrai qu'on avait fait pas mal de pubs, vraiment. Parce que ça nous faisait plaisir sur Erune, leur premier jeu, parce que moi j'avais vraiment adoré, et donc chez Arcada Studio ils s'en étaient souvenus, et puis comme on fait également des vidéos sur YouTube, ils nous ont proposé donc d'enregistrer des voix. Il se trouve que le jour où Quentin, le grand patron de chez Arcada, est venu à la boutique présenter Spark Rider il y a quasiment 2 ans, c'était moi qui étais là, il m'a fait la proposition, et puis donc il y a ma voix avec mes talent de doubleur incroyable, mais vous allez pouvoir aussi croiser Etu Game, vous allez pouvoir croiser Pénélope et bien d'autres. Ça,
je vous parle de la mission donc, où il y a des personnages du monde du jeu qui vont faire des personnages, mais en dehors de ça, dans les missions classiques, vous allez aussi rencontrer des personnages, et donc là, il y a tout un tas de personnages imaginaires, complètement imaginaires, que vous allez pouvoir rencontrer durant vos missions, qui sont générés aléatoirement, on ne sait pas précisément sur qui on va tomber, ils vont nous faire des propositions, des fois, ils vont dire, bon, et voilà, vous me donnez toutes les thunes que vous avez, et on vous offrira peut-être un cadeau. C'est vous qui voyez. Ou des fois, ils vous disent vraiment, bon ben voilà, soit vous nous donnez tant de cristaux, soit on vous empoisonne. Des fois, c'est des propositions un peu plus sympas, ça dépend. Il y a des personnages plutôt cool, il y a des personnages qui sont clairement là pour vous embêter. On ne citera pas l'incroyable Team Racket, sur laquelle vous allez tomber à peu près sur toutes les missions, mais qui est incroyable. Et puis, il y a des personnages, ça dépend. Ça dépend. Je vous ai donc dit qu'il y avait 2 boîtes, il y a l'édition Commander comme ça, qui quand même pèse son petit pesant de cacahuètes. On est sur du 90€ chez nous, si je dis pas de bêtises. Dedans, il y a tout un tas de grosses figurines, mais vraiment dans tous les sens, c'est trop cool. Il y a des vaisseaux aliens en plateau double couche comme ça, dans lesquels on va pouvoir clipser les petits fusils laser, etc., etc. C'est surtout le matos qui va être fantastique, parce que le jeu, c'est le même, mais si vous prêtez, comme moi, je dois l'avouer, une certaine importance au fait d'avoir des jolies figurines à déplacer sur un beau plateau pour ce genre de jeux qui sont très thématiques, qui ont un côté un petit peu améritrage, parce que je vais vous l'expliquer juste après, mais on lance des poignées de dés, c'est quand même hyper agréable. Si ce n'est pas dans votre budget, si vous vous en fichez, c'est pas grave. Il y a toujours l'édition Rider qui fait quasiment la moitié du prix quand même. Et l'édition Rider, comme je vous l'ai dit juste avant, on va trouver exactement le même jeu, toujours l'appli, etc. À part que ça va être des petits standees pour les personnages. Pour les lasers, ce sont des petits jetons, etc. Et pour les vaisseaux aliens qui vont passer leur temps à vous poursuivre, ça va être des cartes sur lesquelles on va poser les petits tokens, qui au demeurant sont très cool. Franchement la version Rider en soi elle tient la route. Bon, moi j'ai pris la version Commander parce que bon elle est vraiment trop géniale. Comment est-ce qu'on joue? Parce que pour l'instant je vous pisse l'univers, tout ça. En fait ça va être assez simple à décrire. On lance la mission. Il va y avoir donc une alternance de phases d'équipage avec des phases aliens, des petites phases intermédiaires, et puis on va enchaîner comme ça ces phases ces tours qui sont composés de phases d'équipage, phases aliens, phases d'équipage. On a chacun notre personnage dans l'équipage. Hop, je vais vous montrer avec les petites figurines. On aime bien les figurines. Hop, on a chacun notre personnage, on a chacun notre fils de personnage. Ils sont un petit peu asymétriques, ils ont chacun leur spécialité. Quand c'est mon tour, il n'y a même pas de quand c'est mon tour. Non, en plus. J'ai cool. Un déplacement et une action. Quand je me suis déplacé, je fais mon action dans le lieu où je suis, donc si je fais une action, je ne pourrai plus me déplacer. Et j'ai droit aussi à un coup de main, c'est un petit jeton que je peux laisser sur mon passage ou là où je suis, qui va aider un autre joueur. Et c'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'ordre de jeu et on s'organise, on discute. Écoute Alex, moi je vais passer par là, est-ce que tu veux que je te laisse mon jeton d'aide? Parce que moi je pense que je vais activer ce canon. Et Alex va me dire non mais attends, en fait ce serait mieux que tu répares, parce que toi c'est un bonus de réparation, c'est moi qui vais activer le canon. Par contre au passage je veux bien l'aide, etc. On se met d'accord et admettons, je me déplace, Alex fait son action, puis je fais mon action, on s'en fiche un petit peu du moment qu'on fait ce qu'on a le droit de faire et dans le bon ordre. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on va pouvoir tirer sur des aliens, on va pouvoir réparer les éléments du Spark, parce que le vaisseau est découpé en salles et ces salles elles peuvent être détruites, et il y a certaines salles, si elles sont détruites vous perdez. On va pouvoir les blinder, on va pouvoir les équiper, il y a plein de choses à faire. On va pouvoir conduire le Spark aussi, il y a différents types de conduite. Est-ce qu'on veut échapper aux ennemis, est-ce qu'on veut leur foncer dedans pour leur faire des dégâts et potentiellement les déplacer d'un côté à l'autre parce qu'on a le bon canon pour tirer sur le bon ennemi, parce qu'il y en a qui sont plutôt type qui vont résister au laser, il y en a qui vont tirer dessus avec des lasers, si vous n'avez pas le bon bouclier vous allez morfler, bref. Et ensuite la phase alien, il y a les aliens qui vont approcher d'abord, qui vont se mettre comme ceci derrière notre vaisseau, et petit à petit ils vont avancer, ils vont se mettre sur les côtés. Et quand ils sont sur les côtés, ils vont pouvoir nous canarder. Et donc c'est à ce moment-là où on subit un petit peu, et il faudra faire des réparations, il faudra essayer de les contrer, etc. On va récolter des cristaux qui sont un petit peu la monnaie du jeu, on va pouvoir acheter des nouveaux items, on va pouvoir construire des trucs, améliorer le vaisseau, il y a quand même plein de choses à faire. À chaque fin de tour, quand on n'a plus rien à faire, on annonce à l'appli qu'on passe au tour suivant, et elle va générer les événements aléatoires, nous faire parler à des personnages, nous faire prendre des décisions, nous faire changer de lieu. Hop, vous arrivez dans une ceinture d'astéroïdes. Ah, maintenant, il va falloir absolument piloter chaque tour, sinon vous allez vous prendre des gros dégâts. Elle va choisir aussi de vous faire avancer plus ou moins d'unités astronomiques, selon si vous avez piloté, selon si vous avez bien augmenté la puissance de vos moteurs, de vos réacteurs, etc. C'est assez riche, et pourtant, à son tour, on se déplace, on fait des actions, on jette des dés, on jette des poignées de dés, un peu comme dans les jeux à l'américaine. Des fois, c'est carrément le coup du hasard, quand on a un petit peu mal joué, que les dés n'ont pas été avec nous.
tout peut se jouer au dernier tour sur un G2D, et puis là, soit si on se fait massacrer, soit c'est la hola autour de la table, parce que ça passait à 1 des piles. Il faut aimer ce genre de jeu, mais si vous aimez ce genre de jeu, mais vous allez vous éclater. J'ai beaucoup parlé, parce que vous sentez l'enthousiasme, si vous suivez la chaîne YouTube, on vous en a déjà parlé, et ceci étant dit, bienvenue à Sparkrider 3000 à la boutique. On va aller derrière le comptoir, par là-bas. C'est très joli ce que tu portes là, c'est très saillant. Merci. J'avais parlé de la qualité de ce tissu, je le mets à l'épreuve. Et j'enchaîne sur cette magnifique... Non, je ne l'enlèverai pas. Je ne me baisserai pas, ça fera tomber mon couvre-chef. J'enchaîne avec cette nouveauté qui est la dernière extension de HeroQuest, la Horde des Ogres. Ça vous rajoute des scénarios, alors combien? Je crois que c'est 7 scénarios, un nouveau mode de jeu, c'est tournoi, et vous allez en gros vous lancer dans un royaume d'ogres et essayer de le sauver de son nouveau tyran, en gros sauver le peuple du nouveau tyran. Donc vous avez les magnifiques figurines de... T'as les reflets. Ouais. Voilà. Merci. Figurines d'ogres, bien évidemment. Ah ouais, ça rajoute des ogres. Ouais, voilà, le setting c'est des ogres. La horde des ogres, ok. Plein de figurines d'ogres. Normalement vous avez aussi qui sont... Voilà, vous voyez, vous avez des archers, les petits gobelins encore, bon, comme d'hab, du mobilier et du paysage. Et voilà. Tu viens de réaliser que t'avais pas de micro. Mais normalement t'as pas trop mal entendu, mais il était sur Alex. Ah ça va, je parle fort donc... Normalement c'est bon. Ça compense. Et voilà, c'était la dernière extension de... Les sinistres machinations de Zargon s'étendent aux contrées à l'orée du royaume. C'est lui le tyran qu'il faut défoncer. Ok, je ne savais pas. T'as dit la dernière extension, mais c'est la dernière sortie. Oui, il y en aura d'autres. Oui, il y en a eu encore dans, je sais plus, un mois. Ils sont partis là pour HeroQuest. Ils sont vraiment partis. Ah, je sais, oui, voilà, dans les scénarios, il y en a 3 totalement nouveaux et les autres c'est des anciens mais modernisés. Ok. Voilà. Information que j'allais oublier. Il y a un truc qui est par terre. Non, mais je te laisse Une dame comme moi ne se baisse pas, voyons, monsieur. Voilà. Moi, je suis là. Il y a poussière partout. Bref. Chronique des Terres Dragons. Le numéro 10 est arrivé. Ça a du succès, la boutique. Je suis très content que c'est du succès. Chronique des Terres Dragons. Du coup, je suis obligé de recommander les plus anciens. Décidément, elle a pris cher. Hop là. C'est quoi Chronique des Terres Dragons? C'est une sorte de petit magazine comme ceci qui sort, je crois que c'est tous les mois, et dans lequel il y a des scénarios pour jouer à Donjons et Dragons. Il y a des one-shots, il y a des scénarios qui vont être en plusieurs parties. Je crois que c'est le cas de celui-ci. Je crois que c'est la partie 1 sur 2 ou 3 parties. Quand on est un joueur de Donjons et Dragons, on galère en général à trouver des scénarios. On les trouve sur internet, mais bon, la qualité est variable. Il y a des choses super et il y a des choses beaucoup plus homemade, c'est tout à fait normal. Ça, c'est vraiment de la valeur sûre. Et mes joueurs de Donjons et Dragons, la boutique ne s'y sont pas trompés. Donc je recommanderai les anciens autant que je peux. Et je reprendrai les nouveaux à chaque fois qu'ils sortiront. Tenez, mon seigneur. Et, bon, on est vraiment dans les trucs de geek sur le comptoir. Vraiment. Ici, on est sur quelque chose de tout particulier. C'est une réédition des anciennes figurines de Warhammer, donc le jeu de figurines. Warhammer The Old World, c'est avant Age of Sigmar, et donc on a une réédition comme ceci de vieilles figurines qui sont bien connues des joueurs de il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Je crois qu'on est plutôt sur de la figurine fin 90, début 2000, mais c'est peut-être même plus vieux que ça. Je ne suis pas un grand malade de Warhammer, même si j'y ai joué. C'est une gamme qui est tellement compliquée à suivre que si on n'a pas le nez dedans constamment, tous les ans, c'est normal de perdre le fil. Mais voilà, c'est une gamme, c'est une réédition qui s'adresse vraiment aux connaisseurs, et normalement, à la vue de ces figurines, vous savez immédiatement si c'est pour vous ou pas. Je pense que ceci dit, même si on n'a pas connu, si on est fan de peinture, ça doit être quand même particulièrement cool à peindre. Celui-là, je le trouve vraiment fantastique en termes de mouvement et avec les couleurs. Il y a moyen de faire des choses très sympas. Hop, on arrive à la fin de cette vidéo, ou presque. Bah, on vous retrouve tous les deux pour le focus. Bonjour et bienvenue dans ce focus sur Now, un jeu de Silvano Sorrentino. C'est un jeu Randolph et Scorpion Masqué. C'est un jeu pour 3 à 8 personnes pour des parties de plus ou moins un quart d'heure à partir de 8 ans. Oui. C'est un jeu d'ambiance. Oui. Un peu bête et méchant. Un peu bête et méchant. Un petit côté pour renouveler un peu le 6 qui prend, pour renouveler un petit peu avec des jeux de cartes finalement très simples, mais qui vont avoir des petits twists dans la mécanique de jeu. Ça reste un jeu essentiellement de collection, si je dis pas de bêtises.
Oui, on va dire ça, ouais. on va avoir plein de cartes au centre de la table, là, avec des points d'exclamation, ces cartes-là, qui sont numérotées. Donc il y a plein de chiffres, ça peut faire penser aussi au The Mind, sauf que là c'est pas du tout coopératif, c'est vraiment compétitif. C'est les cartes qu'on va tenter de récupérer, parce qu'elles seront au centre de la table, il y en aura certaines phases visibles, je crois que c'est le nombre de joueurs, c'est ça? Qu'on révèle à chaque manche? C'est 3 en fait. On révèle toujours 3 Ouais. cartes, ok. Donc on révèle toujours 3 cartes au début de chaque manche. Il y a des cartes en fait qui sont bleues, rouges, parfois les deux. Et vous verrez que sur le côté il y a des petits tirets rouge, bleu. Ça va être des points positifs et ou négatifs, puisque vous verrez que le rouge et le bleu en fait s'annulent. Ce qui se passe du coup, c'est qu'à chaque manche on va révéler du coup 3 cartes. Ce sont des cartes avec, comme je disais, différentes valeurs. Ça peut être du rouge, du bleu, un peu des deux. Nous, on a chacun un paquet de cartes. Les cartes, on les repère grâce à leur dos. Et donc du coup, chacun a pris une couleur. On a chacun le même nombre de cartes, mais par contre on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Exactement. Et c'est pas des valeurs qui se suivent spécialement. Moi j'ai plein de valeurs là qui sont totalement différentes. On n'a pas les mêmes paquets, mais ils sont étudiés mathématiquement pour qu'on ait les mêmes chances de s'en sortir. Quand même. L'idée c'est quoi? C'est que simultanément, lorsqu'on va dire go par exemple, on va tout simplement regarder la dernière carte de notre paquet, donc la carte visible, et on va choisir si on souhaite la garder ou si on souhaite du coup la défausser. Et dans ce cas-là, après de nouveau, je peux continuer à faire ça jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui me plaise. Là par exemple, je me dis que cette carte-là, elle peut être cool, donc dès que je sens que cette carte-là me va, donc celle de mon paquet, je dis now, et je mets ma main du coup au centre de la table, je n'ai plus le droit de toucher. Tous les autres joueurs vont également faire la même chose. Je peux dire non, ça je défausse, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça c'est bon, now. Une fois que tout le monde a dit now, le dernier joueur, si je ne dis pas de bêtises, le dernier joueur, il a le choix soit de conserver la carte, il n'a plus qu'une seule chance entre guillemets, tout le monde a dit now sauf lui, soit il conserve la carte qu'il a là, mais ça peut ne pas lui plaire, soit il dit non elle me plaît pas, dans ce cas là je la vire, mais par contre je fais avec ce qu'il y a derrière. On n'a aucune idée de ce que c'est, on découvre. De toute façon on ne peut jamais prise de risque quand on est dernier. consulter tout son paquet. Je crois qu'on peut le consulter au tout début, lors de la mise en place, on a le droit de consulter un peu les valeurs, mais après on remélange. Et tu peux choisir de tout défausser pour tout voir, à la fin tu n'auras plus qu'une carte, ce qui est dommage. Ça va être compliqué. Une fois qu'on a tous dit now, du coup, on va révéler les valeurs. Et on va essayer du coup de se distribuer les cartes en fonction de celui qui a atteint. Alors je sais pas comment on dit exactement. Alors on va regarder la carte dont on est la plus proche par rapport à la valeur qu'on dévoile sans la dépasser. Donc typiquement, moi là j'ai sorti un 62, ici il y a 64, s'il y a personne qui a un 63 ou le 64 ça peut arriver, cette carte est pour moi. Tout à fait. Toi tu as un 9, là il y a un 8, tu ne le récupéreras pas. Ce qui reste pour toi, c'est le 120. Techniquement, oui, dans l'exemple. Normalement, je pense que quelqu'un aurait joué un 102, il l'aurait récupéré. Ouais. Dans admettant que je le récupère. Donc là, typiquement, j'ai récupéré une carte qui est à la fois rouge et bleue. Donc au moment où je la récupère, je choisis de quel côté je la mets. Moi, elle est que rouge. Voilà, donc ça a une importance. Pourquoi? Parce que du coup, comme Antoine il vient de récupérer du rouge, si plus tard il récupère du bleu, les petits tirés, s'il a choisi le côté bleu, il va les mettre juste en face des rouges. Ce qui fait qu'en fait, ça va donner immédiatement une addition-soustraction par rapport aux couleurs. Ça s'annule. Donc si vous avez 15 bleus et 7 rouges, en fait vous avez que 8 points du coup. C'est ça. Parce que du coup vous faites la soustraction des deux. Donc quand vous avez pris une couleur, il vaut mieux vous spécialiser dedans. Évidemment vous ne pourrez pas toujours récupérer ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas ce que les autres joueurs vont jouer. Peut-être que votre carte sera jamais très proche. Comme disait Antoine, on peut faire des tout piles, c'est ça? Vous n'appelez pas ça comme ça, mais nous on appelle ça comme ça, du tout pile. Oui, sous couvert qu'il y ait une carte présente sur le jeu, et qui est celle-ci. Oui, d'accord. Il y a cette carte-là, hop là, qu'on va mettre grossièrement au milieu du paquet. Un moment qui peut arriver, c'est qu'elle sort. À partir du moment où elle arrive en jeu, on a le droit de récupérer tout ce qu'on avait défaussé et on le remélange. C'est le seul moyen de récupérer les cartes qu'on a défaussées. Hop là, on remélange. Et désormais, tant qu'il y a cette carte-là en jeu, on peut, quand on fait un tout pile, potentiellement la gagner et l'ajouter. Elle, c'est un joker. Et quand elle est distribuée, finalement, le tout pile à nouveau ne sert à rien, à part à récupérer précisément la carte sur laquelle vous êtes tombé. Le tout pile fonctionne comme d'habitude, sauf que quand il y a la carte qui permet de remélanger son paquet, ce qui peut être très utile quand on a défaussé, qu'on a sagouin, et du coup, on peut récupérer cette carte-là, en plus qui donne quand même 3 points. Finalement, le jeu est méga simple en termes de règles, et le dynamisme vient vraiment du fait qu'on joue en simultané, et que des fois on se dit, je défausse, ah non, punaise, j'aurais pas dû, parce que là je viens de défausser la super carte qui m'aurait permis de faire un tout pile, et tant pis, je fais avec ça, et on espère, un peu comme aussi ce qui prend de justement pouvoir récupérer quand même des cartes. Parfois, ce qui est très bien, c'est de prendre des grosses valeurs, de pouvoir dépasser toutes les cartes, parce qu'en fait, on n'en veut absolument pas. Mettons, il n'y a que des cartes bleues au centre, et que moi je prends des rouges, je vais défausser jusqu'à dépasser toutes les valeurs présentes, comme ça je suis sûr de rien récupérer. Donc mine de rien, il y a quand même une certaine stratégie dans le jeu, avec beaucoup d'aléatoires. Je sais pas ce qui sort, je sais pas ce que je vais collecter, il y a un peu d'anticipation, mais
pas totalement, il n'y a pas beaucoup de On contrôle. joue de manière frénétique, donc potentiellement on fait n'importe quoi, on prend C'est des ça. mauvaises décisions. Mais ce qui est important, et on l'a vu dans nos parties, c'est qu'on va toujours râler. Même quand on va essayer de faire des Oui. points, on va quand même râler toujours parce qu'on voudra pas, ah cette carte-là elle est nulle, je la voulais pas, maintenant elle m'enlève 3 points. Bon, j'en ai déjà 22, mais 22 c'était bien, maintenant j'ai 22 moins 3, ce qui me saoule. Ça râle beaucoup, ça chouine beaucoup Ouais. autour de la table. Mais c'est ça qui est C'est important. vivant, donc on peut jouer de 3 à 8. À 3 c'est fonctionnel, plus vous allez être nombreux, plus il va y avoir des coups de théâtre. Et plus aussi quelque part vous allez pouvoir un petit peu anticiper les valeurs des uns des autres. Je dis bien un petit peu, hein, parce que dans la folie du jeu, dans la frénésie du jeu, on n'anticipe pas grand chose. Non. Et puis plus ça va râler autour de la table. Et on aime ça quand ça râle autour de la Ah, table. vraiment. C'est vraiment un jeu d'ambiance qui est assez minimaliste en soi. C'est assez brut. Nous, on y a joué pour la première fois à Cannes. On s'est bien marré. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on voulait faire ce petit focus dessus. Carrément. Alice, tout à l'heure, tu nous as dit quand est-ce que ça sortait? 5 avril. Le 5 avril, si tout va bien, bien sûr, hein, sous couvert que ça soit bien livré en temps et en heure. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de ce focus. Yes. On vous dit à bientôt chez Chez Jeux des cartes Bordeaux.